Donc la dernière fois, on avait vu le phénomène de diffraction. On avait vu que c'était un phénomène purement ondulatoire, qu'on ne pouvait pas expliquer avec l'hypothèse corpusculaire de la lumière. Ça correspond à l'étalement de la lumière quand on a un faisceau qui traverse une ouverture de taille finie. On avait vu ça en particulier pour une ouverture à une dimension. Là, on supposait que le cas était complètement symétrique dans la direction perpendiculaire à l'écran, et qu'on avait une ouverture ici A, d'accord, dans la direction qui est contenue donc dans l'écran. Donc on a un faisceau lumineux qui arrive ici, et il y a éclatement du faisceau par le phénomène de diffraction, et ensuite on récupère la lumière sur un écran. D'accord? Et ce qu'on récupère, c'est une tâche principale qui contient la majorité de la lumière, qui est centrée ici. Et on avait vu comment on pouvait la décrire mathématiquement. Et des minimums secondaires, des sortes de franges qu'on a sur les côtés, là, à des positions qu'on arrivait à repérer. D'accord? Grâce à la formule qu'on avait vue, qui est en sinus cardinal. Là. Donc si c'était pas clair, si tout ça c'est pas clair pour vous, pardon, revenez à la vidéo précédente. D'accord? Et j'espère que ça va éclaircir les choses. On avait aussi vu que la tâche principale, la tâche qu'on avait au milieu, là, qui correspond donc à l'éclatement du faisceau, elle était caractérisée par une épaisseur telle que le sinus de θ1,5 est égal à lambda sur A. θ1,5, c'était l'angle pour lequel on obtenait le premier minimum. D'accord? Et qu'on avait des minimums tels que sinus de θ de ces minimums était égal à un nombre entier de fois lambda sur A. D'accord? Et tout en fait découlait de la formule en sinus cardinal dont on avait parlé. Alors ça c'était pour une fente à une dimension si vous voulez, et on considérait que tout ça c'était infiniment répété si vous voulez dans la direction perpendiculaire à l'écran. Si on a une fente rectangulaire, avec un côté avec une ouverture A et l'autre côté avec une ouverture B, si l'ouverture avec la dimension B est très grande, là on a juste à reprendre le cas précédent, parce que ça va s'apparenter à ça. Maintenant si B est de l'ordre de quelques fois A par exemple, on va avoir les deux phénomènes dans les deux directions. D'accord? Le A sera remplacé par B dans la direction Y par exemple, si on a une ouverture A dans la direction X et une ouverture de dimension B dans la direction Y. D'accord? Donc rien de très mystérieux là. Ce qu'il faut bien noter, j'espère que j'avais insisté là-dessus la dernière fois, c'est qu'il y a une dépendance donc de la longueur d'onde, de l'étalement de la tâche principale et de la position des minimums secondaires qu'on obtient. D'accord? Puisque on obtenait ces minimums pour sinus θ minimum égale un nombre entier de fois lambda sur A. Donc si vous faites varier lambda, vous obtenez différentes positions. Alors comme on avait une lumière monochromatique, il n'y avait pas d'ambiguïté, d'accord? On avait les minimums en sinus θ égale un nombre entier de fois lambda sur A. Mais si vous avez une source qui contient plusieurs longueurs d'onde, alors là vous aurez un phénomène de dispersion, d'accord? Puisque les maximums et les minimums correspondent pas, de différentes longueurs d'onde, ne correspondent pas aux mêmes positions. Et donc c'est ce qu'on voit sur cette image ici. On a une tâche principale qui contient différentes longueurs d'onde, qui est blanche, et ensuite vous avez dispersion, et donc séparation des différentes longueurs d'onde, des différentes composantes de cette lumière avec différentes longueurs d'onde sur les côtés, là, avec des minimums qui dépendent de la longueur d'onde également. D'accord? Donc on peut se servir de ce phénomène pour sélectionner une longueur d'onde bien particulière, par exemple. Là, on verra ça en particulier avec les réseaux. Alors ça, c'était pour une fente infinie, avec une certaine taille dans une direction, ou bien une fente rectangulaire. Si on a une fente circulaire, si on a une ouverture circulaire, pardon, alors on obtient cette symétrie cylindrique, là, on va dire. Donc, on obtient différents cercles concentriques pour les différents maximums secondaires qu'on obtient dans cette figure, et la tâche principale, c'est la tâche du milieu ici. La dimension de cette tâche principale, cette fois, c'est plus défini par sinus θ1,5 égale lambda sur A, c'est défini par sinus θ1,5 égale 1,22 fois lambda sur A. Je ne démontre pas cette formule. D'habitude, on demande aux étudiants de la connaître par cœur, pour pouvoir la ressortir à l'examen.
apprenez-la par cœur aussi. On va l'utiliser en TD de toute manière. Et bon, là, vous aurez sans doute les documents à l'examen, donc vous pourrez aussi aller les récupérer. En tout cas, souvenez-vous que c'est pas la même manière, c'est pas exactement la même manière de définir la demi-largeur de la tâche principale dans le cas où on a une ouverture circulaire et dans le cas où on a une fente. D'accord ? Le A, là, ça ne correspond pas exactement à la même longueur, hein, puisque dans un cas, ça correspond au diamètre de l'ouverture, et dans l'autre cas, ça correspond à la taille de l'ouverture rectangulaire. D'accord, donc pour résumer, on va avoir un phénomène donc, qui éclate le faisceau lumineux, enfin chaque composante monochromatique du faisceau lumineux, tel que sinus θ 1,5 égale lambda sur A pour une fente, et pour une ouverture circulaire, ça va être sinus θ 1,5 égale 1,22 fois lambda sur A. D'accord, bon, c'est pas très différent, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et ce qu'on observe, c'est que la tâche de diffraction, elle s'étale d'autant plus que la longueur d'onde est grande, d'accord, et parce que c'est proportionnel à lambda, hein, et que l'ouverture est petite. Donc vous voyez là que c'est en opposition avec l'intuition qu'on pourrait avoir en imaginant que la lumière est formée de corpuscules et qu'on les fait passer par une fente de plus en plus petite ou une ouverture circulaire de plus en plus petite. Parce qu'en fait, plus vous contraignez la lumière à passer par cette ouverture-là, et plus le faisceau éclate. Hein. Plus A est petit là, et plus la tâche de diffraction va être grande. Donc ça paraît un peu contre-intuitif, c'est pour ça que c'est un phénomène en fait purement ondulatoire, hein, mais qui se démontre très bien grâce à la théorie ondulatoire. D'accord. Alors, vous voyez aussi que du coup, c'est un phénomène qui, comme il y a un éclatement du faisceau lumineux, qui va avoir un impact sur la résolution des images qu'on va pouvoir tirer à partir de diaphragmes et dès qu'il y a des ouvertures en fait dans un système. Et si vous considérez une lentille, en fait, c'est aussi un objet qui va limiter la région de l'espace dans laquelle vous allez avoir des rayons lumineux qui vont venir former une image. D'accord ? Et du coup, il y aura un phénomène de diffraction associé à la taille des lentilles également, ou des miroirs, ou n'importe quel système optique qui a une taille finie. D'accord ? Donc là, si vous avez une lentille de diamètre A, et vous avez deux sources, vous aurez deux tâches principales, d'accord, qu'il ne faudra pas confondre si vous voulez pouvoir résoudre l'image de ces deux sources. Et pour ça, on utilise un critère qu'on appelle critère de Rayleigh, et qui nous dit qu'on peut séparer les images si les deux maximums des tâches principales sont séparés d'au moins une demi-largeur. On voit, c'est assez intuitif, hein, on voit là que les tâches principales sont bien séparables, sur cette image ici, là. Alors que ici, elles sont séparées d'une demi-largeur, elles sont tout juste séparées, là, il n'est plus tellement possible de faire la distinction entre les deux tâches principales. Donc on n'a plus de résolution, si vous voulez, entre les deux sources qu'on essaie d'observer là, et là, elles sont non séparées, hein, puisque elles sont espacées, ces tâches principales, par moins d'une demi-largeur. D'accord, donc ça, je pense que c'est assez intuitif. On appelle ça donc critère de Rayleigh, souvenez-vous de ça. Et donc ça, voilà, c'est un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc du phénomène de diffraction, de l'éclatement du faisceau, de la formule ici qu'il faut savoir manipuler, hein, qu'on verra en détail en TD, de l'ouverture, enfin de la largeur ou de la demi-largeur de la tâche principale qui s'exprime en sinus θ1,5 égale 1,22 lambda sur A pour les ouvertures circulaires, et qui va s'exprimer en lambda sur A pour les ouvertures rectangulaires de taille A, avec le critère de Rayleigh qu'il faut bien qu'il faut bien comprendre. Alors maintenant, si on revient un petit peu sur les phénomènes d'interférence par des fentes de Young, qu'on avait vu en détail, il se trouve que chaque fente, dans cette expérience-là, va produire son propre phénomène de diffraction, et en même temps, on avait vu qu'on avait le phénomène d'interférence. Alors comment ces deux choses vont se combiner ? Eh bien, on a
dans un cas, cette fameuse diffraction-là, qu'il faut prendre en compte, et dans l'autre cas, les interférences avec la formule de Fresnel que vous reconnaissez ici, d'accord? Et en fait, l'intensité totale, l'éclairement total qu'on va obtenir, ce sera la figure de diffraction, enfin la fonction de diffraction, fois la formule de Fresnel, tout simplement. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, on aura la figure d'interférence qui sera enveloppée par la figure de diffraction. D'accord? C'est comme ça que ce sera la vraie figure d'interférence. En pratique, les figures d'interférence, elles sont toujours enveloppées d'une certaine par la tâche principale de la diffraction. Donc, ça veut dire que ça limite en fait l'intensité lumineuse des franges d'ordre assez élevé. D'accord? Vous pouvez facilement voir les franges lumineuses proches du centre, mais dès que la différence de marche devient trop grande, dès que θ là, devient trop grand, eh ben, la luminosité est largement abaissée à cause du phénomène de diffraction.